c'est certainement l'un des personnages qui ont le plus fortement influencé l'évolution des idées et des arts dès le début du XXe siècle. Pourtant, lorsqu'on prononce aujourd'hui son nom, on a l'impression d'exhumer un souvenir confus, très profondément enfoui dans le temps. Les jeunes, pour la plupart, l'ignorent. Quant aux aînés, ils cherchent dans leur mémoire et puis soudain vous disent « Ah oui, l'écharpe !» Effectivement, l'écharpe meurtrière qui en quelques instants a mis fin à 6 jours a frappé d'une telle stupeur la mémoire collective que le souvenir de sa mort semble avoir effacé le souvenir de sa vie. C'était un soir à Nice, en septembre 1927. Isadora, ce soir-là, pour se griser de vitesse, voulait faire l'essai d'une belle voiture de sport découverte, une Bugatti dont elle rêvait. Sa longue écharpe au vent, à peine fut-elle montée, que la voiture démarre et très vite accélère. L'écharpe, insidieusement, s'enroule autour d'un essieu. Elle déstabilise la danseuse et en quelques minutes l'étrangle en lui brisant la nuque. Il y a eu de cela 84 ans cette année, il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'oublier un peu cette fin tragique pour la retrouver un long moment vivante dans sa vie extraordinaire dont le déroulement ne fut pas moins surprenant. Et nous la verrons un peu comme un personnage de légende, d'abord parce que son parcours terrestre fut un véritable conte, mais un conte en 2 couleurs. Un conte rose d'abord, qui depuis l'enfance mena progressivement cette petite fille rebelle et attachante de la plus grande misère familiale au plus haut sommet de ses rêves, en lui donnant le génie, l'amour, la fortune et la gloire. Puis, brusquement, par une cassure cruelle, ce conte rose s'est changé en conte noir. Il ne fut plus qu'une descente aux enfers. Personnage de légende, elle l'est aussi pour avoir donné au monde un prodigieux élan vers une nouvelle forme d'art et de pensée, décidée à le libérer d'insupportables pesanteurs, mais dont l'esprit semble n'avoir été vraiment compris que de bien peu de ses successeurs. Elle était née à San Francisco le 26 mai 1877. Son père était écossais, sa mère irlandaise, mais son sang américain lui venait aussi de son ancêtre Sir William Bart, qui avait combattu auprès de Washington. Sous une douceur souriante, elle avait les audaces d'un pionnier pour défendre son idéal et gagner fièrement ses combats. Tout laisserait à penser qu'elle fut une danseuse née, car, dès le berceau, elle ravissait son entourage par des gestes charmants en harmonie parfaite avec les sons. La séparation de ses parents, quelques mois seulement avant sa naissance, fit commencer sa vie dans un état de dénuement extrême dont elle ne se plaindra jamais. Au contraire, sa mère était musicienne. Demeurée seule avec ses 4 enfants, elle vivait de leçons données à domicile et avec une divine insouciance
elle laissait grandir sa progéniture dans une liberté totale. Les enfants pauvres ne sont pas malheureux, dira plus tard Isadora, mais ils le deviennent, hélas, quand ils se comparent à ceux qui ne le sont pas. Une des raisons qui lui fit détester l'école. D'abord, elle supportait très mal de devoir y demeurer assise sur un banc, et puis on la considérait tantôt très intelligente, tantôt tout à fait nulle, selon qu'elle se donnait ou ne se donnait pas la peine d'apprendre des leçons. De toute façon, qu'elle fût à la tête ou à la queue, elle n'y comprenait rien et estimait qu'elle n'y allait que pour perdre son temps. Elle s'en échappait donc le plus souvent possible, préférant alors aller errer au bord du Pacifique. Fascinée par le mouvement des vagues qu'elle s'amusait à imiter, ou bien courant avec les nuages et jouant avec le vent. Tous les mouvements de la nature déjà la captivaient, comme si, hors de la société où elle n'avait qu'une bien petite place, elle se sentait en parfaite parenté avec la création entière, s'intégrant joyeusement dans l'ensemble des éléments. Son éducation véritable se fit à la veillée, quand la famille, réunie autour du piano maternel, écoutait religieusement Beethoven ou Mozart, Gluck, Schubert ou Chopin, ou quand Marie Duncan, d'une voix admirable, initiait ses enfants à quelques vers sublimes de Shakespeare, de Keats ou de Shelley. Comblé de nourriture céleste, soulevé terre, il planait. Marie Duncan, pourtant, s'en était prise à Dieu de ses malheurs. Elle l'avait exclu de l'univers, elle n'en parla jamais. Rien d'étonnant à ce que ce vide spirituel engageât ses enfants dans le discours philosophique et la curiosité métaphysique. La mode intellectuelle était à ce moment-là l'hellénisme, quand les dieux de l'Olympe occupèrent pour un temps l'honorable société américaine, qui n'avait que très peu d'histoire et guère de passé artistique. Les jeunes Duncan lui vouèrent un véritable culte. Ils entrèrent en mythologie comme d'autres entraient en religion. Ils mettaient en commun leurs découvertes, prêchaient les lois de Platon et la philosophie d'Aristote, récitaient des vers d'Échille, mais surtout, ils incarnaient les héros d'Homère et d'Euripide dans des spectacles improvisés. Isadora entrait passionnément dans l'imaginaire entretenu par ses frères. Avec Élisabeth, sa sœur aînée, elle réunissait les enfants du quartier et gagnait quelque argent en leur apprenant à danser à sa manière. Empruntant tous les gestes des belles statues grecques, elle se familiarisait alors avec les grandes figures de l'Antiquité. Son école, entre guillemets, devenant populaire, on l'appela à donner des leçons dans les familles aisées. C'est alors qu'elle comprit le bonheur de sa misère. Compatissant avec ses pauvres petits-enfants riches, privés de liberté et de tout esprit d'aventure, dans un monde confiné et tellement surveillé, elle n'aurait pas donné son sort contre tous leurs trésors. Sa tante, qui revenait d'Autriche, voyait déjà en elle une autre Fanny Esler et voulut qu'elle prît des cours avec un maître de ballet. Le compliment fit faire des rêves très ambitieux à la fillette, mais les leçons lui déplurent,
Elle ne comprenait rien à ces gestes savants, difficiles et raides. Elle les trouvait vulgaires et ridicules parce qu'ils n'exprimaient rien. À la troisième leçon, elle s'enfuit et ne revint plus, confortée dans sa recherche d'une autre danse vers laquelle elle avançait à tâtons. Grisés de leur petit succès, les 4 enfants d'un camp rêvaient. Leur Californie natale bientôt ne suffit plus à leur désir de gloire. Leur clan, comme on l'appelait, décida de partir à la conquête de l'Est. Chicago se montrant insensible, ils pensèrent qu'à New York, on apprécierait mieux leur talent. Mais ils n'y trouvèrent qu'engagement précaire et rôle sans lendemain. Alors, Isadora résolut un matin, avec hardiesse, d'aller frapper chez le directeur du théâtre Augustin Daly pour lui exposer ses idées et un projet de spectacle. Mais le grand monsieur qui l'a reçu avait bien autre chose à faire que d'écouter les propos d'une gamine. Il lui proposa simplement de jouer la pantomime avec Jeanne May, une grande artiste qui arrivait de Paris. La pantomime. Voilà à peu près résumé ce qu'Isadora en décrira dans ses mémoires. Pour moi, la pantomime n'est pas un art. Alors que le geste à lui seul est un langage qui n'a pas besoin de paroles pour exprimer des sentiments, la pantomime substitue des gestes conventionnels à la parole, ce qui ne convient ni à un danseur, ni à un acteur. C'est un genre tout à fait stérile, à mi-chemin entre les deux. J'ai toujours eu envie de dire à la pantomime « Si vous voulez parler, pourquoi ne parlez-vous pas ? Pourquoi tant d'efforts pour gesticuler comme dans un asile de sourds-muets ?» Elle dira aussi « L'art ne prétend pas parler, il parle. » Mais à l'idée que sa famille allait être encore chassée du dernier des hôtels de dernière catégorie, elle accepta le rôle pourtant contraire et à son idéal et à ses ambitions. Elle le remplit sans conviction et si mal que sa partenaire se mettait en rage et la battait à chaque répétition. Ce supplice dura plus d'1 an pour un salaire tellement misérable qu'elle finit par remettre sa petite tunique grecque et retourna donner des leçons au Carnegie Hall. Mais il fallait bien se rendre à l'évidence. Son art nouveau à New York n'intéressait personne. Le monde était bien trop occupé du théâtre des affaires pour s'occuper des affaires du théâtre. Le clan désespéré. Quand Isadora, la plus entreprenante, réussit sans mal à le persuader d'aller plus loin encore, il fallait partir en Europe. C'est alors sur un vieux cargo qui transportait 200 bestiaux beuglants au fond des cales que la famille, s'embarquant enthousiaste, mit cap sur l'Angleterre, sûre que là-bas, la chance allait sourire. Londres fut un merveilleux moment d'euphorie familiale. Le clan passa quelques semaines d'extase à la découverte des monuments et des musées jusqu'au soir où la logeuse, excédée de n'être pas payée, confisqua les bagages et interdit sa porte à ces Américains charmants.
sans abri, sans argent, sans amis, sans relations, il fallut souvent ruser et chaparder pour vivre. Isadora trouva par hasard à danser dans quelques soirées mondaines, mais son cachet n'était le plus souvent que l'inestimable honneur qu'on voulait bien lui faire de se produire devant tel ou tel personnage important. Un soir, enfin, la chance sourit. Isadora était dans un square avec son frère et dansait en plein air. Une grande dame passa, très belle. C'était Lady Patrick Campbell, une actrice des plus célèbres. Saisie d'extase devant la nymphe, elle l'emmena dans son hôtel, se mit au piano, la fit danser pour elle et dès le lendemain organisa une soirée pour présenter sa protégée. Tout ce que Londres comptait d'artistes, d'écrivains, d'esthètes était là. Parmi eux, Charles Halley, le directeur de la New Gallery, eut l'idée d'inviter la jeune artiste à danser dans le décor très raffiné de son petit musée, fréquenté des esprits les plus cultivés. La presse couvrit Isadora d'éloges. On se l'arracha dans les thés et dans les dîners. On la présenta même au futur roi Édouard VII. Mais, si admirée qu'elle fût de l'élite, elle n'intéressait pas les entrepreneurs de spectacles. Son message était trop élevé. Soutenue pourtant indéfectiblement par une mère admirable, elle continua pourtant à affiner son art pour enrichir son répertoire. Son frère Raymond était parti en France et bientôt, il les appela toutes deux et le 13 mars 1900, elles le rejoignirent à Paris avec une introduction de Charles Halley pour son neveu Charles Noufflard. Leur enchantement dépassa alors en beauté tout ce qu'elles avaient vu à Londres, bien que logées dans un studio vide et glacial au 45 avenue de Villiers. Raymond en décora les murs de colonnes doriques et on loua un piano. Si jusqu'alors Isadora avait dansé de façon irrésistible en suivant son instinct et sa passion, si elle intéressait par la beauté et l'expression de tous ses gestes personnels, encore n'avait-elle jamais établi les règles de son art. Il semblerait donc que ce ne fut qu'à Paris, à force de réflexion et de recherche approfondie, qu'elle fixa ses théories et assit solidement ses bases. D'une part, par ses études au musée du Louvre. Elle y restait avec son frère des journées entières pour observer les bas-reliefs et les statues antiques, analysant une par une toutes les figures, tous les personnages peints sur les vases grecs. Plus tard, elle exposera dans ses écrits les fruits de ses observations qui lui firent affirmer ses idées. Mais pour la suivre et pour la bien comprendre, il faut oublier un peu ce qu'actuellement on appelle la danse, laquelle n'offre bien souvent sur scène que des compositions de pas dirigées intellectuellement qui ne prétendent qu'à des effets nouveaux et percutants. Isadora, en désaccord avec tout académisme, était revenue à la définition première. Elle voulait que la danse
redevint la seule manifestation des émotions humaines par gestes spontanés, naturels et selon des réflexes innés qui ont fait dire à Nietzsche que la danse est aussi indispensable à l'homme que lui sont le rire et les pleurs. Voici donc quelques extraits de ce qu'elle en a écrit plus tard. La danse n'est pas, comme on a tendance à le croire, un ensemble de pas plus ou moins arbitraires qui résultent de quelques combinaisons mécaniques conçues par le cerveau. Certainement, ceux-là peuvent-ils servir d'exercice technique, mais ils ne sauraient en rien prétendre à continuer un art. J'ai beaucoup étudié les documents figurés de tous les âges et de tous les grands maîtres. Jamais je n'y ai vu représenter des êtres marchant sur l'extrémité des pointes ou levant un pied au-dessus de la tête. Les positions laides et fausses n'expriment jamais cet état inconscient de délire dionysiaque indispensable aux danseurs. Les mouvements ne s'inventent pas, ils se découvrent. Je n'ai pas inventé ma danse. Elle existait avant moi, elle dormait et je l'ai réveillée. Le seul grand principe sur lequel je me crois autorisé à m'appuyer, c'est l'unité constante, absolue, universelle de la forme et du mouvement. Ceci dans l'unité physique de toutes les manifestations de la nature. Les eaux, les vents, les végétaux, les êtres vivants, les parties intimes de la matière même obéissent à ce rythme souverain dont la ligne caractéristique est l'ondulation. Jamais la nature ne fait de saut. Il y a, entre tous les états de la vie, une continuité que le danseur doit respecter sous peine de n'être qu'un pantin hors nature, sans beauté vraie. Mais il ne s'agit pas d'agiter les bras et les jambes n'importe comment pour obtenir une danse naturelle. Les œuvres les plus simples sont celles qui ont coûté les plus grands efforts d'observation et de synthèse. J'ai mis au service de mon art 20 années d'un labeur incessant dans lequel entre pour une large part l'entraînement technique dont on me croit dépourvu. Ce que doit être la danse, elle est commandée par le rythme même de l'émotion profonde. Il n'y a pas de loi pour apprendre à sentir. On sent comme on aime, par instinct et par foi. Or, l'émotion n'arrive pas d'un seul jet à son état de paroxysme. Elle couve d'abord, elle sommeille, comme la puissance dans la graine, et elle ne s'épanouit qu'avec une constante lenteur. Elle se comporte comme un moteur. Il faut qu'il soit chaud pour agir, et la chaleur ne se développe pas d'un seul coup. Elle suit une progression. La danse est soumise au même développement. Le vrai danseur, comme tout artiste vrai, se met devant la beauté en état de cessation complète. Il écoute son cœur et son génie, puis se laisse mener par eux comme les arbres s'abandonnent au vent. Tous les mouvements de la terre suivent les grandes lignes onduleuses. Le son voyage en ondes. La lumière se propage en ondes. Les mouvements des eaux, des vents, des plantes et des arbres
progressent en ondes. Le vol des oiseaux, comme la course de tous les animaux, suivent les grandes ondulations. Ce mouvement ondulatoire continu parcourt toute la nature. Tout mouvement libre et naturel se conforme à cette loi. C'est pourquoi j'ai pris le mouvement onduleux comme base de tous mes mouvements. Nos danses modernes ignorent cette loi d'harmonie. Leurs mouvements sont hachés, discontinus, heurtés. Ils n'ont pas la grâce naturelle des courbes. Ils ne sont que des points d'angle qui aiguillonnent les nerfs. Pour un gymnaste, les mouvements et la culture du corps sont le but. Pour le danseur, ils ne sont que des moyens, car il doit oublier son corps, qui, bien préparé par la gymnastique, ne doit plus être que l'instrument à travers lequel s'expriment les sentiments du cœur et les pensées de l'âme. Avec les premières notions de sa conscience, l'homme a perdu ses mouvements naturels. Aujourd'hui, à la lumière de son intelligence gagnée par des milliers d'années de civilisation, il doit retrouver consciemment ce qu'il a perdu inconsciemment. Et c'est en travaillant opiniâtrement dans l'atelier de la Muttevilliers qu'elle finit par découvrir un autre grand principe essentiel qui sera la seconde base de son enseignement. Le rôle du plexus solaire dans l'émission du mouvement. Elle vient de nous dire ce que doit être la danse. Elle explique maintenant ce que doit être le but du danseur. Se donner en spectacle pour être admiré des foules? Non. Mais communiquer au spectateur un état de conscience et de vibration qui doit le faire participer à un sentiment de joie, de douleur, de compassion ou d'allégresse pour lui donner, en oubliant tout, le désir ardent de venir danser avec lui. Ce n'est pas seulement aux yeux qu'il s'adresse, c'est au cœur d'abord, par l'extériorisation de ses pensées et de ses sentiments intérieurs. L'important n'est pas le mouvement. L'important, c'est le rayonnement. C'est ce qui se dégage du mouvement. Cela suffit à expliquer l'impact exceptionnel qu'elle a eu sur les masses sa carrière durant. Elle ne venait pas à elle pour les distraire, elle venait les éveiller, les faire vibrer, et telle la prêtresse antique entre ciel et terre, elle les entraînait, les soulevait, les amenait à communier avec elle au plus haut degré de l'émotion et de la prière. Le grand critique André Levinson, défenseur fervent de la danse classique, a priori hostile à cette danse nouvelle, mais vaincu bientôt d'admiration, ébranlé d'un tel succès, s'interrogeait. Comment expliquer, écrit-il, cette effervescence inouïe, cette contagion psychique qui enfiévrait les élites comme les foules au spectacle de cette noble forme féminine parcourant une estrade? Quelle a été la substance de cette espèce de messianisme chorégraphique qui faisait battre les cœurs? Car on ne remue pas ainsi les masses jusqu'alors indifférentes à la danse en modifiant uniquement les mécanismes des pas ou certaines habitudes vestimentaires. Pour que l'étrangère, évoluant pieds nus sur une scène de Paris, de Vienne ou de Saint-Pétersbourg, au son d'une musique de Beethoven ou de Grieg,
ait soulevé pareille émotion, il fallait que sa venue ait répondu à une attente et que tout en elle devint pour le spectateur le symbole vivant de son aspiration secrète. Il était alors loisible à chacun de reconnaître en lui-même un danseur virtuel. Cette illusion fit éclore du jour au lendemain des vocations innombrables. Les émules d'Isadora Duncan furent légion. Aucune n'a pu atteindre ce qui n'était que la manifestation d'une personnalité hors ligne, d'une originalité unique. Combien de ses adeptes, croyant la suivre, n'ont fait que copier ses gestes apparemment faciles, mais, n'en saisissant pas l'esprit, ils n'ont pu le transmettre. Il n'y a eu qu'une Isadora Duncan. Et elle raconte ainsi sa découverte. Je passais des journées et des nuits entières à la recherche d'une danse qui fut l'expression divine de l'esprit. Pendant des heures, je demeurais debout, immobile, les mains croisées sur la poitrine à la hauteur du plexus solaire, comme en extase. Et je finis par trouver là le ressort central de tout mouvement, le foyer de la puissance motrice d'où naissent toutes les diversités du geste. C'est de cette découverte que j'ai fait la théorie de mon école, alors que pour l'école de ballet, c'est un axe au centre du dos, à la base de la colonne vertébrale, que partent les libres mouvements des bras, du tronc, des jambes. Mais personnellement, par cette technique, j'avais l'impression de mettre en mouvement une marionnette articulée. Après des mois d'efforts, d'attention, qui se concentrèrent sur ce centre thoracique, je m'aperçus alors que lorsque j'écoutais la musique, c'est là que les vibrations se dirigeaient à flot. Ce n'était pas l'effet récepteur du cerveau, c'était bien celui du cœur et de l'âme par lequel je pouvais exprimer en mouvement toutes les ondes musicales. Quand l'atelier de l'avenue de Villiers fut passablement installé, on invita le neveu de Charles Hallé. Il vint avec des amis. La danse d'Isadora les éblouit. L'un d'eux, très introduit dans la société parisienne, demanda à sa mère, Madame de Saint-Marceau, d'inviter un soir l'étonnante jeune fille. André Messager était dans son salon. Soucieux de rompre avec les vieux ballets, l'art nouveau d'Isadora était vraiment celui qu'il attendait. Transporté, il présenta la jeune artiste dans le cercle fermé du boulevard Saint-Germain, où, en une seule soirée, elle conquit le public le plus exigeant de Paris. Sa renommée aussitôt franchit d'autres salons. La comtesse Greffule l'invita, puis la princesse de Polignac, Madeleine Lemaire aussi. Ses succès l'incitèrent à organiser des concerts dans son propre atelier. Les invités y revenaient toujours plus enthousiastes. Ils s'appelaient Rodin, Bourdelle, Eugène Carrière. Vinrent aussi Mounet-Sully, Clémenceau, Forain, Octave Mirbeau, Gabriel Fauré, André Messager, Anna de Noailles et combien d'autres. Mais, comme à Londres, le grand public boudait. Des propositions venaient, mais seulement de music-hall. Isadora repoussait chaque jour les fabuleux cachets. « Je ne suis pas venue en Europe, disait la timide jeune fille, pour distraire des gens gavés après dîner, mais pour amener
une renaissance de la religion au moyen de la danse pour révéler la beauté et la sainteté du corps humain. Mais ce ne sera qu'en avril 1902, à Budapest, qu'elle connaîtra enfin son premier succès public. Et quel succès! Pendant un mois, le théâtre Urania jouera à bureau fermé. Et quand, pour remercier son public en folie, elle improvisera un final sur le beau Danube bleu, le délire atteindra un degré de frénésie dont seul le peuple hongrois est capable. Affluèrent aussitôt des contrats. Vienne, Munich, Berlin. Partout même accueil, partout même fête. Les étudiants dételaient sa voiture et la promenaient triomphalement jusqu'au petit matin dans de joyeux tapages nocturnes. Et comme à Londres, comme à Paris, la petite fille rebelle, qui autrefois faisait l'école buissonnière, recevait ici les hommages des artistes, des musiciens, des écrivains, des philosophes, surpris de son étonnante culture. Elle pouvait enfin leur exposer ses idées, parlant presque d'égal à égal, portée brusquement au sommet de la gloire et de la fortune. Sa vie était maintenant lumineusement tracée. Mais cette première gloire n'était pour elle qu'un prélude à son vaste programme. Son rêve n'avait jamais été de devenir une super vedette internationale. Non. La mission dont elle s'était investie avait une toute autre dimension. Et la reconnaissance de son génie l'autorisait maintenant à la mettre en œuvre. Elle avait recréé la danse, elle la remettait en honneur avec approbation dans sa voix naturelle. Elle voulait désormais lui rendre ce qu'elle considérait être sa véritable place dans le domaine du spectacle. Après sa mort en 1927, le grand critique Fernand d'Ivoire écrira: pour comprendre l'importance de l'isadorisme dans l'histoire de la danse contemporaine, il faut se rappeler ce qu'était la danse avant Isadora Duncan. Le ballet mourait de routine. Il s'enlisait lentement dans une esthétique toute de conformisme et de convention. Et hors de lui, il n'y avait rien. Plus tard, ce sera Paul Boursier qui, dans son Histoire de la danse occidentale, précisera: la danse classique, avec la rigueur de sa perfection technique, manquait de ces supports essentiels que sont les mouvements de l'esprit et de l'âme. Elle se confinait dans un rôle décoratif de virtuosité et d'élégance formelle. La première création académique décidée par Louis XIV datait de 1661 et cette académie de danse qu'il venait de fonder n'avait qu'une seule mission: conserver. Sa volonté était de fixer à jamais le mouvement selon des règles de beauté arbitraires. Aucun nouveau spectacle chorégraphique ne pouvait donc être donné sans avoir été préalablement approuvé des académiciens. D'où cet art artificiel et rigoureux, le geste ayant plus d'importance que l'émotion qui le crée. Ne pouvait donc être tenté que par un sang audacieux et jeune de sauver ces spectacles de l'ennui et de la décadence. Arrivant en Europe, Isadora avait précisément pour but de dégrafer ce corset de fer qui emprisonnait l'âme dansante depuis 2 siècles.
non pas pour la livrer à des fantaisies anarchiques. La danse libre qu'elle prône, que certains ont appelée la danse contemporaine, n'est dite libre que parce qu'elle libère le corps de son carcan de principe, sans l'autoriser pour autant à faire n'importe quoi, n'importe comment. Elle exige autant de rigueur artistique, mais sans contrainte, car les mouvements spécifiques de l'homme, comme ceux de tous les êtres vivants, répondent à des lois immuables depuis l'origine des temps. Lois qui ne sauraient être forcées sans risque. Lois, car ce n'est qu'en les respectant que l'être humain conserve sa beauté, sa souplesse, son équilibre, son potentiel énergétique. Si la danse académique, par un dressage constant et déformant, force la nature selon un certain code pour obtenir des gestes d'une beauté stylisée, la danse libre, obéissant aux lois éternelles, n'utilise que les mécanismes innés de la mobilité spontanée. La beauté de cette reconquête, la jeune américaine vient de la démontrer au monde émerveillé. Mais, pense-t-elle, reste encore autre chose à dénoncer. C'est le ballet, ce ballet qui meurt de routine et qu'elle considère à son époque comme une erreur artistique parce que la danse en lui veut être tout, la poésie et le drame. Férue d'histoire ancienne, elle veut lui rendre la place essentielle qu'il occupait au sein du chœur antique. S'en expliquant dans ses écrits, c'est ce chœur qu'elle se donne mission de reconstituer. Remettez la danse dans le chœur tragique, insiste-t-elle, pour qu'elle retrouve sa juste place parmi les arts. Car c'est au moment où la tragédie parvenait au point le plus aigu de la douleur, lorsque le public, au paroxysme de l'émotion, frémissait à la représentation des coups terribles du destin, qu'apparaissait le cœur, comblant les oreilles et les yeux, le sublime spectacle qu'il offrait tempérait l'émotion. Demeurer l'intermédiaire entre la tragédie et le public, tel est toujours pour elle le but apaisant de la danse. L'occasion ne va pas tarder à lui être donnée de réaliser ce projet. Riche, mais toujours bohème, au désespoir de son impresario, elle annule ses contrats, rassemble sa famille et, dans une embarcation précaire, le clan va refaire fidèlement le voyage d'Ulysse pour découvrir en Grèce la terre des dieux. Un an passera pour eux là-bas dans un délire mythique. Et quand, après avoir épuisé des ressources qu'elle croyait inépuisables, Isadora devra précipitamment rentrer à Vienne pour y reprendre ses tournées, elle y ramènera fièrement une dizaine de jeunes garçons aux voix divines avec lesquels, pour l'enthousiasme des Athéniens, elle a reconstitué le chœur des suppliantes, le plus beau des chœurs d'Échille. Mais le public viennois qui l'attend avec ferveur n'attend pas du tout ça. Les discours qu'elle lui tient, les exhortations qu'elle lui fait pour le ramener à l'art antique, en s'excusant de ne représenter provisoirement seule les 50 vierges qui devraient être là à danser auprès des jeunes chanteurs, laissent les spectateurs absolument froids. Ils préféreraient ô combien, et elle les retrouvera alors en folie, qu'elle leur danse simplement le beau Danube bleu.
À Berlin, les étudiants sont un peu plus attentifs au talent des jeunes choristes. Mais il n'avait pas été prévu qu'ils allaient grandir si vite et que leur voix divine allait muer. On perçoit bientôt des fausses notes. Et chaque soir, le chœur des suppliants détonne un peu plus aux oreilles des Berlinois consternés. S'ajoutent à ces contrariétés artistiques les polissonneries de ces gamins, si bien qu'un soir, Isadora se résigne à les habiller de neuf, à les conduire à la gare avec leurs billets pour Athènes et à leur dire adieu. Remettant à plus tard la renaissance de la musique grecque, elle va désormais se consacrer à celle de Gluck avec Iphigénie et Orphée. Invitée par Cosima Wagner, elle part alors à Bayreuth, où grande sera sa consécration quand, par une coïncidence étrange, elle rétablira dans le Tannhäuser la danse des trois grâces telle que dans ses carnets inédits l'avait conçue le maître. Puis, ce sera Saint-Pétersbourg et Moscou. Si à Paris comme à Londres, dérangeant un ordre artistique séculairement établi, Isadora n'a encore enflammé qu'une fraction distinguée d'admirateurs, elle n'a pas manqué aussi les clameurs hostiles d'un parti conservateur adverse. Déjà, des querelles jaillissent autour d'elle. La mission de l'art est-elle de transposer les mouvements humains naturels en mouvements artificiels ? La mission de l'art est-elle de respecter la nature humaine ? La question aujourd'hui n'est pas encore tranchée, mais on comprendra qu'à l'apparition de cette jeune révolutionnaire, le monde de la danse classique et de longue tradition occupait exclusivement l'imagerie populaire, n'allait pas sans résistance lui laisser prendre la place. Si André Levinson, critique de haut niveau, défenseur traditionnel de la danse académique, mais tout à fait conscient de son déclin, s'emploie ardemment à la rénover, si plus tard il rend sincèrement hommage au génie de celle qu'il appelle présentement l'intruse, il fourbit ses armes pour la contre-attaquer. En Russie, au contraire, elle est accueillie comme une reine. Paradoxalement, ce sont les plus grandes étoiles de la danse classique qui la reçoivent, l'admirent, l'encensent, l'écoutent. Diaghilev, Fokine, Stanislavski l'interrogent, réfléchissent, comprennent. Elle va marquer avec eux l'aurore des nouveaux ballets russes. Mais revenue à Berlin, elle veut réaliser enfin le plus cher de ses rêves, fonder une école. Non, pas une école, un temple, le temple de la beauté, un paradis pour enfants. Rien qui ne soit extrait des œuvres des plus grands maîtres ne sera trop beau pour sa décoration. Car, pense-t-elle, on ne peut atteindre la beauté qu'en en éveillant très tôt le désir. Former des danseuses, mais non, beaucoup mieux, les élever par l'art de la danse nouvelle à un niveau de vie supérieur qui engendrera un monde idéal pour les générations futures. Et donc acheter une grande villa à Grunewald, dans la banlieue de Berlin. On y met 40 petits lits aux rideaux de mousseline pour les 40 petites filles qu'Isadora va adopter et dont elle assumera entièrement la charge.
Les candidates sont nombreuses et le temple, hélas, va être d'abord un asile, car la majorité des enfants sont admises plus ou moins abandonnés par leur famille, sont malades. Isadora elle-même va bientôt être mère d'une petite fille, née d'un amour passionné avec Gordon Craig, metteur en scène et décorateur de génie, qu'elle ne veut pas épouser, n'acceptant de lui sacrifier ni son art, ni son œuvre. Du désastre conjugal qui fit le malheur de sa mère et la misère de son enfance, elle entretient une aversion pour le mariage et s'est faite le chantre du droit de la femme à la libre maternité. Une position qui choque beaucoup la bonne société allemande, qui lui retire de son crédit. Son école, néanmoins, est une réussite, mais incorrigible dans l'imprévoyance, Isadora manque rapidement de fonds. Elle repart en tournée avec ses meilleurs élèves pour présenter au monde les résultats de son éducation. Et sous les ovations dans tous les pays qui l'accueillent, elle fait appel aux autorités culturelles pour l'aider à continuer son œuvre. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique restent sourdes. Mais elle conquiert enfin la France, et à peine a-t-elle triomphé à la gaieté lyrique que le ciel lui dépêche ce que les gouvernements lui refusent en la personne d'un mécène. Elle le reçoit comme l'incarnation du chevalier de Lohengrin. C'est le demi-frère de la princesse de Polignac, l'un des 24 enfants du grand industriel Isaac Singer. Il admire son talent, mais aussi son courage. « Vous avez beaucoup travaillé, lui dit-il. Maintenant, reposez-vous sur moi. » Et en parfait magicien, il prend la luxueuse école entièrement à sa charge et met sa fortune à ses pieds. Mais elle ne consent pas davantage à épouser la vie désœuvrée qu'il lui offre entre son yoke et son château. Pourtant, son bonheur est immense quand il lui donne un second enfant. Elle a quitté l'Allemagne et ouvert une école à Neuilly, 45 rue Chauveau, dans l'ancien atelier du peintre Gervex. Adulée du grand public, adorée des enfants, elle y vit fastueusement, reçue du tout Paris, encensée du monde des arts et des lettres, recherchée de l'élite internationale. Le paradis sur terre semble vraiment s'être ouvert pour elle. Elle s'en effraie presque, tourmentée de prémonitions confuses, comme sous l'étrange menace d'un revers sournois du destin, car il l'attend, terrible. En avril 1913, au lendemain de l'un de ses plus grands succès qu'elle remporte alternativement au Châtelet et au Trocadéro, brutalement, sa vie se brise. Ses 2 enfants lui sont enlevés en quelques instants dans un accident horrible. L'auto qui les emmenait à Versailles est tombé dans la Seine. Ils sont morts noyés avec leur nurse. À demi démente, pendant 3 ans, Isadora ne danse plus. Elle ne peut plus vivre à Neuilly dans son paradis perdu. Elle fuit, elle erre et fuit toujours plus loin, sans pouvoir fuir son chagrin. Lohengrin, qui partage sa douleur pour lui rendre goût à la vie, lui offre
en 1914, une autre école somptueuse aménagée dans un ancien palace qu'il a fait restaurer pour elle à Bellevue. Au lendemain de son ouverture, le 22 février, dans le Gil Blas, une plume anonyme en parle avec émerveillement. Voici ce qu'elle écrit. Comme il fait beau et clair chez Isadora Duncan, dans le palace-hôtel qu'elle a transformé en sanctuaire, où tout est harmonieux. Partout des tentures aux teintes délicates, des divans larges, des statues aux lignes parfaites, des tapis épais, une lumière rose. Isadora apparaît dans son temple légère, pâle, simple, indolente, très belle. Une écharpe bleue entoure sa tunique mauve. Sa démarche est un glissement, une ondulation. J'organise ma nouvelle maison, dit-elle. J'ai déjà des élèves anciennes, il m'en faut encore une quarantaine, des petites de 6 à 10 ans, pas au-delà. Elles vivront ici dans une atmosphère de recueillement. Pour danser comme je l'entends, il faut cette atmosphère. Il faut être loin de tout bruit. Mais elles seront bien jeunes pour comprendre. Non, c'est l'âge où l'âme se lève, l'âge où il fait le plus clair. Je sais que mon œuvre paraît irréalisable. Est-elle possible ? Peut-être faut-il un miracle pour réaliser mes rêves, mais je crois au miracle. Puis elle raconte. Monsieur Rodin est venu passer 3 jours ici. Il semblait que nous avions Jupiter parmi nous. Quel homme! Il voyait des chefs-d'œuvre là où d'autres ne voient que des choses ordinaires. Tenez, il a beaucoup admiré cette statue sans bras ni tête, mais dont les jambes ont un si joli mouvement. On ne se lasse pas d'écouter Isadora. Sa voix est une perpétuelle caresse. Je voudrais réunir ici tous les samedis, dit-elle, quelques artistes, peintres, sculpteurs, écrivains. Ils assisteraient à la leçon, ils me donneraient des conseils. Ils suivraient les progrès des enfants. On sent qu'il n'y a aucun esprit de publicité dans l'esprit de Madame Duncan. Elle travaille et veut qu'on travaille autour d'elle par amour de l'art simplement. Les enfants qu'elle élève ainsi maternellement à ses frais ne sont pas destinés au théâtre, mais à une vie qu'elle désire idéaliser. Et voici qu'une dizaine de jeunes filles accourent, vêtues de bleu, infiniment gracieuses. Isadora me les présente avec tendresse. Elles tendent la main le plus gentiment du monde, sans que leur manière soit maniérée. Elles sourient. Elles rougissent. Mais ces jolis oiseaux bleus ne tiennent pas en place. Ils s'envolent vers un grand escalier où ils se posent avec une grâce exquise. Un bruissement d'ailes n'eût pas fait moins de bruit. On est vraiment sous le charme dans cette maison enchantée qui ne ressemble à aucune autre. Pendant quelques mois, Isadora va retrouver là une raison d'être. Mais le 3 août 1914, la guerre éclate à l'heure où elle met au monde un 3e enfant mort-né. Elle donne aussitôt son école qu'on transforme en hôpital pour accueillir les grands blessés. Lohengrin emmène les enfants dans son château en Angleterre. Isadora continue seule sa descente aux enfers. Ni à New York, où elle enseigne avec sa sœur, ni en Albanie, où elle est allée rejoindre son frère pour porter secours aux réfugiés. Nulle part, elle ne parvient à se fixer, torturée par ses souvenirs funèbres. Elle donne pourtant quelques récitals au bénéfice des victimes de guerre.
Mais c'est une autre Isadora qui danse, qui communie dans la douleur avec le monde entier, mais qui n'a plus de joie à donner. À New York, en 1916, avec l'audace que seuls peuvent se permettre les très grands artistes, enveloppée d'une écharpe rouge, elle danse la Marseillaise avec un tel élan patriotique qu'elle décide nombre de jeunes gens qui l'applaudissent à s'engager au secours des Alliés. Après la guerre, elle s'installe à Paris, 105 rue de la Pompe, dans l'ancienne salle Beethoven. Elle y reçoit des élèves. Un jeune pianiste, Walter Rummel, qu'elle appelle son archange, lui rendra pour un temps la sérénité en l'initiant à la musique de Liszt. Mais son vieux démon lui souffle d'aller revoir Athènes et d'ouvrir là-bas cette école à laquelle elle aspire toujours. Le ministre Venizelos la soutient, mais il est bientôt renversé. Elle revient en hâte à Paris. Elle y est seule et désespérée quand elle reçoit un appel de l'Union soviétique qui lui offre à Moscou cette école que tous les autres gouvernements lui ont refusée. Elle part. Et pendant un été, elle travaille en plein air avec des centaines d'enfants du peuple. Le résultat dépasse son attente. Mais le manque de locaux, l'absence de chauffage, l'obligent à renoncer quand vient la saison d'hiver. Elle revient encore à Paris, mais n'y rentre pas seule. Contre tous ses principes, elle a épousé le jeune poète Sergueï Essénine, qui espère, dans son sillage, trouver la gloire en Occident. Union tumultueuse et brève. Les excès éthyliques et tapageurs de son mari la mettent à l'index. Accusée de provocation politique, elle est expulsée d'Amérique avec lui, puis interdite de séjour à Nice, à Paris. Ils se séparent, elle se replie à Nice. Détachée désormais de sa ligne de pensée spirituelle, elle cherche plus que jamais l'impossible oubli dans l'agitation d'une vie de surface, dans l'inconscience de tous les désordres. Un soir, le 14 septembre 1927, elle veut faire l'essai d'une belle voiture de sport pour se griser de vitesse. Son amie Marie d'Esti a un très mauvais pressentiment. Elle la supplie de ne pas sortir. Mais la voiture est là. Isadora se précipite et monte enveloppée de sa longue écharpe dont un pan dépasse à l'arrière. L'auto démarre. Marie lui crie « L'écharpe !» Isadora n'entend pas. Elle est ravie et d'un signe affectueux de la main, elle lui dit adieu en riant. Elle n'avait pas peur de la mort. Elle lui demandait depuis si longtemps de lui rendre ses enfants. Son corps est ramené à Paris dans un wagon de fleurs chez son frère Raymond, rue du Ranelagh. Le monde, stupéfié, en pleurs, lui fait des obsèques grandioses. Elle laisse à tous un souvenir unique, impérissable. Terpsichore, revenu un demi-siècle parmi les hommes, leur a rendu un moment de joie pure par la voix retrouvée de la beauté sacrée. Muse de la danse contemporaine, elle a refermé sa légende et l'emporte dans son exquise personne bien des secrets d'un art que nul depuis n'a égalé. Merci.